les Itata, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Giovanni et bienvenue dans ce nouveau numéro de Check One. Check One, c'est l'émission qui décrypte avec vous les sujets tech et entrepreneuriaux de Martinique et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle tendance, une tendance qui a déjà émergé depuis quelques années et qui est sûrement l'une des plus puissantes en termes de marketing. Je vais parler du marketing d'influence. Pour m'accompagner sur ce sujet, comme d'habitude, je suis avec mon frérot Anthony. Anthony, comment ça va? Un peu fatigué. Nous n'avons pas chômé, mais ça va. Et justement, pour traiter de ce sujet, nous accueillons sur notre plateau l'une des plus suivies en termes d'influence en Martinique. Je vais bien sûr parler de Michel Monotouka. Bonjour Michel. Bonjour Giovanni, bonjour Anthony. Comment ça va? Ça va bien et vous? Un peu fatigué comme vous? Mais bon, ça va. Franchement, ça va. Eh bien, très bien. Sans plus attendre, nous allons passer à la partie décryptage. Influenceurs, influenceuses, créatrices, créateurs de contenu, vous avez sûrement déjà entendu parler de ces nouveaux métiers du web. Mais de façon concrète, Anthony, qu'est-ce qu'un influenceur? Un influenceur ou une influenceuse, c'est tout simplement une personne qui, par sa notoriété sur le web, exerce une force d'opinion sur sa communauté. Et toi, Michel, du coup, toi qui es influenceuse depuis plusieurs années, est-ce que tu te sens en raccord avec cette définition du métier d'influenceur? Ben oui, Anthony a raison. C'est vrai que, bon, après là, on va parler personnellement. Au début, j'avais beaucoup de mal à me nommer comme influenceuse, en tant qu'influenceuse, parce que pour moi, un peu tout le monde influence aujourd'hui, que ce soit nos parents ou les artistes, les musiciens, etc. Donc, me traiter, moi, d'influenceur, j'avais beaucoup de mal. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la moindre chose qu'un influenceur va poster sur les réseaux, s'il a une communauté, oui, il va influencer les achats ou peu importe les actes de la communauté des gens qui le suivent. Donc oui, la description colle bien. Alors justement, je l'ai dit précédemment, influenceur, c'est devenu un vrai métier. Et justement, Anthony, on va voir pourquoi ces influenceurs sont de plus en plus prisés par les marques. Bon, déjà, on va recentrer en quelques chiffres le marketing d'influence. Donc, le marketing d'influence, c'est quand même 16,4 milliards de dollars en 2022. 4 milliards de personnes, du coup, sur la planète utilisent les réseaux sociaux. Et nous nous retrouvons avec une augmentation de part de marché de 9% pour la génération Z. Nous n'en faisons pas partie, malheureusement, nous avons vieilli. Et bien sûr, 94, et c'est ce chiffre-là qui va nous intéresser pour la suite, 94% des internautes affirment qu'un avis positif les incite à consommer. C'est pour ça que nous verrons sur la deuxième partie. Alors, 3 statistiques sur les stratégies inbound marketing. Qu'est-ce que l'inbound marketing? C'est le fait de rendre désirable la marque, c'est de faire venir justement le client à la marque. Et pour cela, il faut personnifier la marque. Voilà pourquoi nous utilisons des influenceurs, des influenceuses. En 2019, 93%, excusez-moi, 93% des entreprises qui ont adopté les stratégies inbound marketing ont vu un réel impact justement sur leurs ventes. Donc voilà pourquoi nous utilisons de plus en plus d'influenceurs. Michel, j'ai envie de te poser une question, pas en tant qu'influenceuse, mais en tant que consommatrice. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de passer à l'achat après les conseils d'une influenceuse ou même un influenceur? Est-ce que ça joue vraiment un rôle déterminant, un facteur déterminant dans ta prise de décision pour un achat? Alors oui, parce que ça s'est produit dernièrement d'ailleurs avec une influenceuse qui s'appelle Bing Odd, si je peux la nommer. Elle a partagé des produits pour les produits d'aménagement, donc tout ce qui est canapé, produits pour la maison. Et oui, ça m'a incité tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est très bien présenté, c'est mis en situation, c'est-à-dire que c'est vrai que, bon, ou même les vêtements, c'est vrai qu'il y a aussi des vêtements que j'achète par rapport à des stories, que ce soit des influenceuses d'ici ou du national ou de international. Ça incite tout simplement parce qu'on voit les vêtements portés ou les meubles mis en scène. Et c'est vrai que oui, ça pousse à l'achat. En tout cas, pour moi, quand c'est bien présenté et qu'on le voit porté, oui. Pour moi, oui.
Et du coup, avant même d'être influenceuse, est-ce que le fait d'avoir justement grandi dans cette génération, on a eu ce téléphone très tôt, Tout. et du coup on a suivi des leaders d'opinion dès le départ, est-ce que tu penses que notre génération et celle à venir, on ne va fonctionner que par système de recommandation, d'influence? Donc en fait, on va se focaliser toujours sur ce que d'autres influenceurs vont nous proposer pour qu'on consomme ce qu'ils ont à nous proposer. Alors oui et non, moi je pars du principe où chaque personne a sa personnalité. Il y a des personnes qui vont vouloir avoir leur propre avis sur un produit, donc ils vont carrément aller dans le magasin ou, je sais pas, avoir une publicité carrément sur leur téléphone, pas par rapport à un influenceur, mais une publicité de la marque directement. Et de là, ils vont se déplacer, aller en boutique pour le voir d'eux-mêmes. Et c'est vrai qu'il y a une autre partie des personnes qui, c'est vrai, peut-être seront plus en confiance quand ils vont voir les produits partagés par quelqu'un, donc un influenceur. Donc pour moi, c'est partagé. Je pense qu'il y a une partie des personnes qui, peut-être, eux, ne vont pas peut-être faire confiance à 100% à un influenceur, comparé à d'autres qui, oui, eux, vont suivre. Mais du coup, en tant qu'influenceuse, comment ça se passe quand tu es abordée par des marques? Alors, du début à la fin? Oui. Oui, alors ça se passe soit par mail ou par Instagram. Les marques m'abordent, donc ils envoient un message, donc ils se présentent, ils présentent le produit qu'ils veulent promotionner. Ensuite, moi, je regarde déjà si la marque est fiable. Donc, c'est-à-dire que par rapport au nombre d'abonnés d'une page de marque, on peut déjà se fier à si elle est bonne ou pas. Si une marque a, je sais pas, 5 000 abonnés, 4 000 abonnés, 300 abonnés, si elle vient de commencer, pour moi, c'est bon. Après, par rapport au contenu qu'elle propose, voir si, je sais pas, si la marque, enfin, l'image qu'elle propose est bien. Après, de là, moi, parce qu'il y a beaucoup de... Je le dis parce qu'on en a parlé dernièrement par rapport aux marques qui... des fausses marques, des marques qui fraudent, etc. Donc déjà, voir si c'est une bonne marque, une marque qui existe. Et ensuite, donc, je prends le relais, savoir ce que le client veut vraiment. Donc si c'est un réel, un post, donc une photo ou une vidéo. Après, si c'est sur le long terme ou le court terme, donc si ce sera en story ou en post, story à la une ou pas. Et de là, bon, on va voir en fonction. Et puis... je fais en fonction des demandes du client. Ça, franchement, ça varie. Même par rapport au niveau des tarifs, je pense que c'est une question aussi que vous allez me poser. Ça dépend aussi des marques, parce que je peux avoir un échange marchandises ou ça peut être aussi rémunéré. Après, rémunération à quelle hauteur? Parce que je peux demander une rémunération pour tel client et ce ne sera pas la même pour l'autre. Donc ça dépend du produit, de la demande, de tout. Ça dépend de beaucoup de choses. Donc tu as quand même cette conscience professionnelle de te dire que tu vas quand même contrôler ton produit avant de le promouvoir auprès de ta communauté. Oui, parce que c'est arrivé. On a le modèle type des influenceurs de télé-réalité. C'est-à-dire qu'ils prennent beaucoup de produits et ça fait tout le temps des bad buzz parce qu'ils promotionnent des produits qu'ils ne testent pas avant et des produits, par exemple, je prends le produit pour les dents, le blanc, ce qui blanchit les dents. Ça fait beaucoup de dégâts sur d'autres personnes ou même les produits amincissants, les gélules, les choses comme ça. C'est vrai qu'il faut le tester avant de le proposer à ta communauté. Donc moi, ce que je fais, c'est souvent un exemple. Je donne un exemple qui s'est fait dernièrement. Il y a un institut de massage qui m'a approché. Donc j'ai testé les massages, testé leurs soins avant de moi-même dire si je suis OK ou pas à travailler avec eux avant de le proposer à ma communauté. Donc il y a ça aussi, que ce soit pour tous les produits, il faut les tester avant de les proposer. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Selon toi, comment une marque choisit l'influenceur avec lequel il veut travailler? Est-ce qu'on t'a déjà soumis des critères? On t'a mis dans des critères, par rapport au secteur d'activité de l'entreprise. Selon toi, c'est quoi la différenciation, le nombre d'abonnés, le taux d'engagement? Je dirais même plus, est-ce que c'est dérangeant pour toi? Est-ce que tu te sens enfermé à ce moment-là? Oui et non. Oui, quand les entreprises approchent une influenceuse ou un influenceur, ils ont des critères. Par exemple, je sais pas, après moi, j'ai quand même fait de la publicité un peu pour toutes les marques, tout type de marques, que ce soit produits de beauté ou même Alwego, comme vous voyez, c'est un locataire de voiture, loueur de voiture, pardon. Mais c'est vrai que oui, les marques vont vraiment cibler les influenceurs par rapport déjà à leur cible, parce que moi, je vais cibler
enfin, une partie de personnes, alors qu'un autre influenceur va cibler d'autres personnes. Donc oui, je sais pas, par exemple, un exemple. J'aime beaucoup donner des exemples parce que comme ça, il y a beaucoup de marques qui font appel aujourd'hui à des influenceurs, donc c'est pour bien visualiser. Oui, enfin, on m'a déjà dit que je n'avais pas assez de femmes qui me suivaient pour promotionner le produit de telle marque. Donc ça, franchement, il y a ça, oui. Et justement, mais comment toi, tu évalues ce marché du marketing d'influence en Martinique? Tu as déjà quelques années d'expérience dans le domaine. Comment toi, d'un œil objectif, tu juges le marché du marketing d'influence ici? Est-ce que ça fonctionne réellement comme ça fonctionnerait aux États-Unis ou même en France? Ou est-ce que tu penses qu'on a encore un petit décalage par rapport à ce qui se fait au niveau international? On a un décalage clairement parce que les marques ont encore du mal à faire appel aux influenceurs aujourd'hui. Là, franchement, ça va. Ça commence à prendre un peu d'ampleur. Enfin, ça s'est complètement développé d'ailleurs aujourd'hui parce que quand on regarde, il y a les influenceurs. Ici en Martinique, je trouve qu'il y a des influenceurs qui sont égales à une marque. C'est-à-dire, je prends un exemple de Lionel. Pour moi, il représente la marque Alwego avec les Music Drive. Being Odd, comme tout à l'heure, elle, ce sera Domia, ou je ne sais pas si on a le droit de citer des marques. Bien sûr. Ben, y a des influenceurs comme ça, on sait que quand on parle de tel influenceur, il est relié à telle marque. Donc ça, c'est déjà très bien. Même eux, ça aide beaucoup pour les marques. Et oui, alors ça se développe, franchement, oui. Ça se développe. Après, c'est vrai qu'au niveau national, j'avais parlé à des influenceurs de là-bas. Ils n'ont vraiment pas les mêmes cachets que nous ici, puisque, bon, pareil, je peux comprendre que pour des premières fois, les entreprises aient du mal à payer et à miser sur un influenceur pour de la communication. Mais c'est vrai que là-bas, c'est beaucoup plus développé, il y a beaucoup plus d'événements. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup d'événements. Ben, d'ailleurs, il y avait un événement dernièrement avec Nocibé qui a mis en avant des produits pour la fin d'année. Et ils ont invité des influenceurs. Donc ça se fait depuis quand même un moment. Mais c'est vrai qu'en termes d'appel d'influenceurs pour des marques, oui, ça commence à prendre de l'ampleur. Mais du coup, est-ce que pour un influenceur, être une sorte d'égérie, c'est une bonne chose? Oui. Alors moi, je pense que oui. En fait, oui, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va parler d'un influenceur, on va savoir qui représente la marque. Après, ça dépend aussi de l'entreprise, quelle image il veut donner à sa marque. Pour moi, oui. Par exemple, je prends ma marque comme exemple. C'est vrai que j'ai décidé de choisir telle et telle fille parce qu'elles sont, pour moi, c'est elles qui, enfin, par rapport à plusieurs types de cheveux, puisque bon, j'ai la marque MNTKR pour les extensions capillaires. Donc moi, j'ai choisi de choisir plusieurs filles avec différents types de cheveux. Maintenant, moi aussi, ce que je dis aux entreprises, c'est de choisir peut-être 2 ou 3 influenceurs parce qu'on se complète. Moi, je vais toucher une catégorie de personnes que Bobby, par exemple, que Bobby va toucher, que moi, je ne vais pas toucher. Donc, il y a tout ça qui rentre en compte. Donc, ouais, il faut quand même avoir un ambassadeur, c'est très bien. Franchement, moi, je conseille, je recommande. Ton rapport avec ta communauté, il est comment? Est-ce que tu es très proche de ta communauté ou tu penses que ta communauté te voit aussi comme justement des références dans le marketing d'influence? Et il y a ce petit côté décalé comme quelqu'un suivrait une star de la télé-réalité de là-bas. On ne se sent pas proche d'elle, mais en même temps, on a ce lien avec elle. Comment tu jugerais ta relation avec tes abonnés qui sont plus de 200 000, on le rappelle? Oui, il y en a. Alors, j'ai quand même 268 000 abonnés, mais pas que en Martinique, c'est-à-dire qu'il y en a un peu partout dans le monde, mais c'est vrai qu'en Martinique, oui, je ne peux pas dire le contraire. Alors, je suis proche de ma communauté, ça c'est sûr. Et quand je vais à la Galeria, en ville, je prends des photos, je vois ma communauté, je les vois. Donc, je sais qu'ils existent, voilà. Mais c'est vrai qu'en France ou peut-être aux États-Unis, les abonnés ne voient peut-être pas autant les gens qui suivent, parce que c'est vrai qu'on est en Martinique, donc du coup c'est plus facile pour moi de voir les gens qui me suivent, je suis vraiment plus proche, c'est-à-dire que, je sais pas, Carrefour, c'est clair que quand je vais faire mes courses, je vais tomber quand même sur du monde qui me connaît, ou même sur la route. Donc oui, je les vois régulièrement, mes abonnés, et quand il y a des événements ou que je les incite à venir, je les vois aussi, même par rapport, comme je le répète à chaque fois, mais c'est aussi mon modèle, mais quand j'ai créé ma marque, j'ai vu qu'il y avait les filles qui me suivaient sur mon compte Instagram avec 268 000 abonnés, qui sont venues sur ma page pro et qui m'ont, entre guillemets, donné la force parce que j'ai vu qu'elles me suivaient, qu'il y avait un retour. Pareil pour les marques. Je sais que, ils vont me dire que, OK, Michel, tu as travaillé sur tel produit, il y a eu tant de résultats, tant de ventes, tant de ci. Donc, oui.
Franchement, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Bien sûr, bien mais sûr. voilà. Et Ok. selon toi, il faut entretenir ça, cette proximité avec la communauté, ou est-ce que ça peut devenir toxique à la longue? Ben, en fait, oui. Alors, pour tout vous dire, j'ai arrêté mes études pour le lancement de ma marque. Mais quand j'étais en licence l'année dernière, j'ai arrêté les réseaux. Enfin, pour moi, en tout cas. Même si j'étais très peu présente, mais pour moi, on va dire que j'ai arrêté. Donc, j'ai vu le résultat. C'est-à-dire que j'ai des gens qui se sont désabonnés, chute d'abonnés. Moins d'engagement. Et là, aujourd'hui, il faut travailler encore pour que je regagne en taux d'engagement. Donc oui, quand tu t'arrêtes et que tu n'es pas fidèle à ta communauté, ils se désabonnent. Tu vois carrément qu'il y a une chute dans tes statistiques et ils interagissent moins avec tes stories. Donc oui, quand tu délaisses un peu ton compte Instagram et ta communauté, tu vois le résultat. C'est pour ça qu'il faut vraiment être, comme je le dis tout le temps, même aux marques, être régulier dans les posts, dans les stories, même si ça demande du travail et du temps, de l'énergie, il faut tout le temps poster, être super régulier pour avoir du résultat tout le temps, des commentaires tout le temps, des réactions aux stories tout le temps. Donc voilà. C'est un métier d'avenir, tu penses? Parce que si une petite fille t'aborderait et te demanderait comment faire pour être influenceuse, est-ce que tu lui dirais que c'est une activité pérenne à la longue? Je peux te répondre franchement. Tu m'en es là pour ça, vas-y. Ok, alors comme je vous ai dit au début, je n'avais pas, enfin, ça c'est mon avis, hein, ça ne peut pas être l'avis de tout le monde en tant qu'influenceur. Au début, j'avais énormément de mal comment je dis, hein, à me dire influenceuse. C'est-à-dire que pour moi, je le faisais naturellement. J'ai eu les réseaux tôt, en 2013, donc ça fait très longtemps. Et pour moi, en fait, j'ai toujours aimé faire des photos. Donc, quand je faisais mes photos sur les réseaux, c'est vrai qu'il y a des marques qui ont commencé à m'aborder pour avoir de la visibilité. Donc là, ça a commencé à être rémunéré, puisque c'est vrai que j'envoie des clients, donc il faut que j'ai quand même ma part un peu sur tout ça. Mais aujourd'hui, moi, je me dis qu'une petite qui va venir vers moi et me dire qu'elle veut en faire son métier, je ne lui aurais pas conseillé parce que moi, à côté, j'ai quand même continué mes études. Peut-être que je ne le montre pas sur mes réseaux, mais il faut quand même avoir quelque chose de sûr, un bagage pour l'avenir. Donc là, j'ai fait mon BTS, j'ai fait ma licence. Je compte continuer pour mon master. Donc, les réseaux, c'est vrai que pour moi, en fait, c'est une passion que je rémunère, certes, mais ça reste une passion avant tout. Mais pour une petite qui voudrait, parce que je l'ai dit, mais je reçois des demandes de stage pour que des enfants de 3e fassent des stages avec moi en influence. Mais pareil, si je la reçois pendant 2 semaines, je me vois mal l'emmener avec moi faire des photos. Oui, c'est bien, mais je pense qu'il faudrait avoir quelque chose de peut-être plus sûr pour l'avenir, parce que pour moi, Instagram, les réseaux, on ne va pas se mentir, il y a eu Facebook. On a délaissé, nous, notre génération, on a délaissé Facebook. Nos parents sont toujours dessus, il n'y a pas de problème. Nous, on est la génération Instagram, mais il y a TikTok. TikTok, pour moi, c'est le futur. Bon, là, on est en plein dedans. Mais après TikTok, il y aura d'autres choses. Après Instagram, il y aura d'autres applications qui vont prendre le relais. Je vois qu'il y a Twitch. Je ne sais pas si vous connaissez Twitch. Oui, bien sûr. Ben, je ne sais pas, j'ai vu des influenceurs dernièrement qui m'ont dit « Michel, télécharge Twitch. » Parce qu'en fait, c'est le futur apparemment. Oui, puisque tout simplement, la communauté YouTube migre sur Twitch. Exactement. C'est plus vrai, tu peux être en contact avec ta communauté de façon plus poussée. Exact. Donc, justement, en fait, le Twitch, s'il continue sur cette lancée-là, ce sera le TikTok pour Instagram. Enfin, voilà, ce sera le TikTok. Exactement. Et c'est ça qu'on m'a dit. Donc, c'est ça. En fait, il faut se renouveler. Et c'est pour ça en fait, ça se rejoint toujours. Pourquoi garder contact avec sa communauté? Ils peuvent aussi te suivre sur les autres applications, etc. Par exemple, TikTok, j'ai réussi un pari. Je m'étais dit que je voulais le même nombre d'abonnés sur TikTok qu'Instagram. Ça s'est fait tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai été régulière pendant le confinement. Ça date de 2020. Mais je postais. Et oui, j'ai pris des abonnés. Mais c'est vrai que demain, on ne sait pas si TikTok et Instagram sont toujours là pour nous en 2024-2025. Hein. C'est vrai. Donc voilà, on sait pas. En tout cas, Twitch, oui, c'est sûr, parce que je ne sais pas si vous avez vu, je parle beaucoup, hein, mais Instagram, TikTok, maintenant, privilégient les contenus très très longs. Et Twitch, apparemment, c'est des longues, très très longues vidéos. Ouais, donc, Twitch, environ, c'est des 1 heure, 1 voilà. heure 45 minutes Voilà. de live. Oui, donc c'est ce qui va donner dans 2 ans. Voilà.
Oui. Michel, merci pour tes conseils. Vraiment, j'espère que les petites filles nous ont écoutés, ont écouté tes conseils. Oui. Et puis, sans plus attendre, on va passer à ton portrait. On va essayer de savoir qui tu es au-delà de ton métier d'influenceuse. Ok, y a pas de problème. C'est parti pour la partie portrait. Michel Monotoka, tu es influenceuse. Mais avant d'être influenceuse, qui tu étais avant? Ah ben, une petite fille normale, enfin je suis toujours normale, mais c'est vrai que étudiante en fait avant tout, comme je le disais tout à l'heure, étudiante avant tout, et aujourd'hui chef d'entreprise, puisque pour être influenceur, il faut se mettre à son compte, donc entrepreneur individuel, et maintenant j'ai créé la société pour ma nouvelle marque d'extension capillaire, MNTKR. Donc on va en revenir un petit peu plus tard, Oui. mais j'ai envie de savoir ta journée Type. d'influenceuse, voilà, type Ouais. d'influenceuse, comment ça se passe au quotidien? Alors, au quotidien, j'ai maintenant mon manager Yanis, donc qui m'aide beaucoup sur tout ce qui est démarcher les entreprises et répondre aux mails, aux messages, etc. Donc, une journée type pour moi, bon, je me lève, penser à du contenu, toujours inventer, être inventif, imaginer des photos à faire pour ne pas justement avoir un compte Instagram laissé comme ça. Donc, penser à des photos, faire des photos, du contenu, faire des stories. Une journée type, donc le matin, je me lève, je demande comment ma communauté, comment elle va. Et donc, si j'ai des contrats, donc peut-être aller en société pour aller voir et faire mon contenu. Et voilà, donc faire aussi des factures, des devis. Ça, alors là, je pense que c'est ce que je déteste le plus, mais c'est les devis et les factures. Mais sinon, une journée type, c'est cool, franchement, ça va. Maintenant, plus maintenant, puisqu'il y a la marque, donc c'est très... fatigant, mais ça va. Une journée type, franchement, c'est cool. Maintenant, après, il faut savoir juste gérer son temps. Et au-delà de tes partenariats et autres qui englobent ta vie d'influenceuse, est-ce que tu as des petits hobbies, des petites passions dans la vie autres que l'influence? Oui, on va dire. En fait, la photographie, j'aime ça. C'est comme depuis petite, donc d'où aujourd'hui influenceuse. Mais donc, je vais peut-être prendre des photos pour mes amis qui ont des entreprises. Je vais prendre des photos pour eux. Les produits, j'aime trop la mise en valeur des produits. Donc, franchement, ça. Et puis, maintenant, ma marque, mon bébé, c'est mon bébé. Eh ben, on va en parler On peut justement. en parler, MNTKR, du coup, comment l'idée t'est venue? Puisque tu sors quand même de l'influence et tu passes du côté entrepreneur, donc la marque qui peut contacter les influenceurs, du coup, explique-nous comment ça s'est fait. Et oui, et tu as très bien fait de parler de ça, parce qu'en fait, pourquoi MNTKR? Tout simplement parce que le fait d'être influenceuse m'a permis de créer ma marque. Je dis pourquoi. Je mets des mèches depuis le lycée. Donc depuis très tôt, j'ai Instagram. Et en fait, j'avais trop de demandes par rapport à mes mèches. Michel, où tu achètes tes mèches? Michel, pourquoi? Où, comment, quelle longueur, quelle taille, combien de bottes tu as mis pour te coiffer. Donc je me suis dit, pause. J'envoie trop de personnes chez quelqu'un. Et tu sais, en fait, ce qui m'embêtait un peu, c'était de ne pas avoir de retour des filles. C'est vrai qu'elles se coiffaient, mais elles n'étaient pas tout le temps satisfaites. Et du coup, je me suis dit, mais Michel, en fait, tu mets des mèches depuis toujours. Tu as quand même une communauté qui te suit, donc pourquoi pas créer ta propre marque? Et en fait, ça s'est fait sur un an, donc pendant que j'étais en licence, donc l'année dernière. Et j'ai lancé la marque en juillet. Et ça se passe tellement bien. Franchement, ça va parce que les filles, comme elles sont... on va dire en sécurité, parce que déjà, moi, quand il faut les conseiller, je les conseille au maximum. Elles ont les photos pour avoir les modèles. Et puis, de mon côté, elles savent que quand même, je ne vais pas leur proposer n'importe quoi, puisqu'elles savent que ça fait des années que je consomme le produit. Donc, ça se fait très naturellement. Et puis, voilà, très bien, parce qu'influenceur, du coup, je peux... faire les deux en même temps, puisque c'est vrai que sur ma page pro et ma page perso, je partage quoi qu'il en soit ma marque. Donc ça va de pair, ça se passe très bien. Mais du coup, Oui. tu crées ta société. Qu'est-ce que tu ressens sur le moment? Ta première vente, tu ressens quoi? Qu'est-ce que ça te fait? J'étais très stressée et il ne faut pas croire, mais ça s'est très mal passé au début, même si je dis que ça se passe bien. Mais au début, c'est vrai que j'ai fait mon site internet toute seule, donc sur un an. Je pense que vous avez vu, mais j'ai fait mon site internet toute seule, c'était compliqué. Je me suis dit non, je vais le faire toute seule parce que je veux le faire toute seule. Après, toutes mes premières commandes, donc je vous ai dit, j'ai lancé en juillet, donc c'était le 22 juillet, je me rappelle. Toutes les premières commandes, en fait, avec le
la solution de paiement que j'avais mis sur le site, ça s'était très mal passé. Donc, du coup, ils avaient remboursé toutes les clientes. Et de là, je devais livrer toutes les premières clientes. Je pense qu'il y en avait quoi, une vingtaine à livrer personnellement. Donc, après, tant mieux, parce que moi, je les ai vues, je leur ai expliqué comment ça s'est passé. Elles étaient super contentes. Donc, en vrai, moi, ça me fait plaisir, déjà, de les voir et puis de les satisfaire. Voilà. Donc, voilà. Et du coup, Mais c'était beaucoup de stress, hein. Oui. Beaucoup de stress, toujours aujourd'hui. Hein, moi, je fonctionne en ligne, j'ai ma boutique en ligne, je n'ai pas encore de stock. J'en ai, mais très peu. C'est prévu pour l'année prochaine, je compte ouvrir ma boutique et tout. Mais comme je fonctionne que en ligne, quand il y a des filles, par exemple, qui veulent se coiffer demain, qui veulent des mèches aujourd'hui, parfois, je ne peux pas. Et ça m'embête énormément. Donc, c'est beaucoup de stress. Toujours trouver une solution pour pouvoir les satisfaire. Mais sinon, ça va. Mais justement, Oui. tu parlais de cette solution de paiement qui n'a pas fonctionné, nous ne la nommerons pas du coup. En tant qu'entrepreneur, comment tu arrives à gérer justement ces coûts? Comment tu le prends? Comment tu arrives à improviser justement? Savoir rebondir rapidement, trouver des solutions. Et je ne l'ai pas dit, mais l'entourage compte énormément, les proches aident énormément. N'hésitez pas à demander de l'aide, ne pas hésiter à demander de l'aide. Franchement, c'est pas. Voilà. Demander de l'aide, en parler, même si c'est vrai que c'est peut-être un point faible, mais ne pas hésiter à parler du problème qu'on a. Parce que, en fait, la personne avec qui tu as parlé hier ou avec qui tu parleras demain pourra trouver une solution. Moi, je me pars du principe où tout est connecté, tout est lié, donc rien n'est fait par hasard. Si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Maintenant, savoir rebondir, ne pas hésiter à en parler et puis être bien entouré. Voilà. Michel, quel conseil tu pourrais donner à une jeune ou un jeune qui cherche à entreprendre mais qui hésite un peu? Quel conseil tu lui donnerais? Alors, je le répète à chaque fois, il faut que le jeune pense à lui et prenne le temps de se poser sur ce qu'il aime faire, donc sa passion. Parce que, par exemple, je prends tout ce qui est photographie, moi, j'ai réussi à en faire mon métier, on va dire. Et si, je ne sais pas, demain, il aime... peu importe la chose qu'il aime, en tout cas, de s'axer vraiment sur ce qu'il aime parce qu'il peut demain en faire son métier. Merci beaucoup, Michel. Avec plaisir. Eh bien, les amis, l'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir regardés. Et moi, je vous dis à bientôt dans un prochain numéro de Check One sur Zitata TV.